Eh bien, bonjour. Nous commençons cette première session de la journée sur un sujet qui est d'actualité, je pense, sur tout le site de Santexpo, c'est l'IA générative, bien sûr. Donc, Daedalus est au rendez-vous de cette ambition technologique et fonctionnelle, et au travers d'un ensemble de cas d'usage et de technologies que l'on souhaite vous présenter aujourd'hui dans le cadre d'un projet qui s'appelle le projet ERIOS, dont vous avez déjà entendu parler, mais qui arrive déjà à un ensemble de résultats très significatifs sur l'IA générative. Voilà. Donc, je me présente rapidement. Je suis Vincent Plana, accompagné de Loïc Fontaine de Daedalus. Moi, je suis architecte technologiste en charge d'un ensemble de projets d'innovation chez Daedalus. Loïc est directeur du projet ERIOS pour Daedalus. Voilà. Et je laisse le professeur Morquin se présenter très rapidement. Bonjour à tous, moi je suis responsable de la stratégie IA au CHU de Montpellier en tant que médecin je suis responsable du projet ERIOS en collaboration avec Daedalus et l'Université de Montpellier. Donc je laisserai bien sûr le professeur Morquin expliquer plus précisément ERIOS dans quelques minutes. Dans un premier temps, ce que je souhaiterais vous présenter, c'est la stratégie Daedalus en termes d'IA générative, sur laquelle nous travaillons depuis à peu près un an et demi. Tu peux mettre le premier slide, merci. Voilà, donc en fait, avant de parler un petit peu de la stratégie, je reviens un petit peu sur les opportunités et les obstacles que cette IA générative met en face de nous et nous ouvre en même temps. Donc quand je parle d'IA générative, c'est bien sûr les LLM, tous les outils que vous connaissez, mais ça va au-delà des LLM simples que l'on connaît, parce qu'on part dans des espaces de raisonnement maintenant que la machine est capable, de pseudo-raisonnement, que la machine est capable d'embarquer et qui donne une impression extrêmement fluide d'interaction avec le système. Donc en fait, se lancer dans un projet d'IA générative, c'est d'abord une grande diversité d'obstacles à franchir. Il y a d'abord un aspect modeling, approche système. Comment est-ce que l'on va modéliser cette IA générative? Plein de choses existent, hein, le prompt engineering, on a du RAG bien sûr, qui sont des systèmes qui permettent d'avoir des ensembles d'agents qui vont... le RAG qui permettent d'avoir des bases vectorielles qui vont stocker de l'information et permettre d'avoir une interaction plus évidente avec la machine. On a ensuite du raisonnement d'agents, des choses que j'ai présentées hier au Command Center sur notre solution de cockpit de solutions et que j'ai démontré qu'on en a maintenant en proof of concept. Et on a aussi des techniques de fine-tuning. Donc, tout ça, c'est déjà un premier obstacle. Quelle stratégie choisir? Vous verrez que sur ERIOS, ils ont fait certains choix. Nous, on a d'autres use cases aussi en interne. Nous, on fait d'autres choix, etc. Le deuxième challenge, c'est une effervescence d'outils. Il y en a de partout. Si vous êtes un peu intéressé par la technologie, que vous suivez ce qui se passe, c'est pas possible de suivre. Ça va à une vitesse de fou. Alors, j'ai pris qu'un petit sous-ensemble, mais... les plus connus, bien sûr, c'est les LangChain, les Latitude, les CockPI, etc. Il y a énormément d'outils. Donc, il faut avoir une équipe de data scientists qui sont au fait des technologies à choisir, les bonnes, parce qu'il y a des choses qui apparaissent, d'autres qui disparaissent, etc. Dernier cas, c'est le foisonnement de cas d'usage. Alors là, on peut mettre de l'IA générative partout. Dans tout ce qu'on veut faire, on peut finalement faire de l'IA générative. En fait, on se rend compte, il y a des études de Gartner qui ont montré qu'ils prédisent que plus de 30 à 40% des cas d'usage qui sont actuellement utilisés en IA générative ne mèneront nulle part. Voilà. Soit sur des problèmes de biais, soit sur des problèmes de non-fonctionnalité, etc. Donc, il y a aussi un vrai challenge ici à révéler. Alors, face à tout ça, eh bien, nous aussi, on a notre écosystème d'outils, de solutions chez Daedalus et on est bien là ici avec ce stand pour vous présenter un panel et un écosystème assez large de solutions. Et toutes ces solutions, autant dans les diagnostics, les soins connectés, le DPI, peuvent être sujets à l'IA générative également. Donc, lesquels choisir? Alors, face à tous ces challenges, la société a décidé déjà de se focaliser, en plus de développement de cas d'usage qui sont déjà en cours, de se focaliser sur un SDK. Donc, ce qu'on appelle un SDK, c'est un Software Development Kit, c'est-à-dire une boîte à outils commune à toutes les PBU de la société en Europe et qui nous permettent finalement d'accélérer le développement et de rester le plus agile et le plus flexible possible dans ces développements.
parce que ce foisonnement de technologies nous impose de rester extrêmement malléable sur l'espace des possibles technologiquement. Le monde des usages nous demande aussi cette flexibilité, donc on a décidé finalement d'investir sur ce SDK. Next slide, voilà. Donc, très très rapidement, ce SDK, il est fait de quoi? Eh bien, d'abord, il s'adresse à qui? Nous, il s'adresse à nos data scientists en interne, chez Daedalus, qui vont développer, grâce à des outils que l'on a mis en place dans le SDK, un ensemble de services. Il s'adresse aussi à nos développeurs sur nos DPI, qui vont avoir besoin de ces outils et qui vont se servir de ces services-là. Et puis, en fait, cette IA générative, en fait, elle se connecte à des modèles qui sont soit des modèles qu'on a entraînés on-prem, lorsque les établissements le souhaitent pour ne pas avoir de divulgation et avoir de risque de perte d'identité, ou on utilise des LLM bien sûr du marché, les AWS, les Azure, etc., les Open AI, etc. Et tout ça est connecté à notre écosystème de portfolio d'outils grâce à une gateway que l'on appelle, qui permet de rentrer sur le SDK. Donc en fait, ce SDK, avec une vue un tout petit peu plus précise, elle est faite de quoi? Elle est faite en fait de ce monde de connecteurs qui nous permet d'avoir l'interface avec les modules externes, les AWS, les Azure, etc., qui sont des modules pré-entraînés de LLM. Mais on a tout ce panel d'outils, et là on est sur l'ensemble d'outils open source qui sont disponibles beaucoup sur le marché. Je reprends LangChain par exemple, qui nous permet de faire des orchestrations d'agents LLM, on a Pezzo, on a Latitude, etc., Cockpit. Tous ces outils-là, en fait, on les a packagés dans ce SDK qui va être utilisé par nos développeurs. Et ensuite, eh bien, au-dessus de ça, on va plugger les services qui sont autant de services utilisés par tous les systèmes d'information qui vont se connecter à ça. Voilà. Donc cette stratégie de SDK, si je peux avoir le slide suivant, voilà, elle nous permet d'accéder déjà à un ensemble de cas d'usage, alors qui sont, comme je l'ai marqué ici, tous en phase de validation. Et comme vous le voyez ici, qui sont bien sûr essentiellement, pour l'instant, focalisés sur nos outils de DPI. Donc on a des choses que l'on va démontrer aussi cet après-midi et demain en parcours expert sur notre Care4You qui est là-bas, notre DPI phare. Donc on a des choses qui sont, par exemple, la génération d'historique de passage d'historique de clinique lors de la sortie du patient en hospitalisation qui va être possible là. On va avoir des assistants de connaissance, d'aide à la décision qui vont être faits grâce à du LLM. On va avoir des choses aussi sur l'imagerie avec des générations de synopsis basées aussi sur l'imagerie, etc. Donc ça, c'est un ensemble de cas d'usage qu'on est en fait en train de valider, de développer et de valider grâce à ce SDK. Voilà. Pourquoi cette stratégie? Je vous ai montré le problème au tout début. Là, c'est l'avantage que l'on a à avoir cette stratégie de SDK. Une accélération du développement, ça c'est clair, il faut aller très très vite. On est tous en train de tester des choses, donc on ne peut pas se permettre d'attendre et de voir ce qui va se passer. Il faut avoir quelque chose qui nous sécurise notre gouvernance en termes de développement et qui nous sécurise et qui nous centralise cette gouvernance. Grâce à ce SDK, c'est quelque chose qui devient beaucoup plus facile à faire. L'optimisation des coûts est évidente parce qu'on a une équipe en centrale qui est en charge de ce SDK et qui donc a la possibilité de rassembler tous les bugs, tous les problèmes, de redévelopper, de modifier et de redéployer le système. Donc cette centralisation nous permet quand même d'avoir une optimisation des coûts et surtout la capitalisation sur les apprentissages qui est clé dans ces usages nouveaux que l'on voit apparaître. On a les problèmes de biais, on a énormément de problèmes qui apparaissent dans les usages et il faut être capable de sécurité, de biais, il faut être capable de rapidement comprendre ce qui se passe et réagir. Donc c'est tous les intérêts que l'on voit dans le développement de ce SDK. Voilà, je vais passer la parole au projet Arios, qui est bien sûr un de nos projets phares en France sur l'IA générative et qui est donc un laboratoire d'expérimentation de cas d'usage que M. Morquin et Loïc vont vous présenter. Merci. Bonjour. Donc,
on va parler un petit peu d'Erios et des expérimentations que l'on réalise autour de l'IA. Donc Erios, c'est l'espace de recherche et d'intégration des outils numériques en santé. Erios DPI, donc c'est un consortium entre le CHU de Montpellier, l'Université de Montpellier et Dédalus, où nous avons répondu à un appel à manifestation d'intérêt dans le cadre de France 2030, où nous sommes financés pour faire 12 expérimentations sur 3 ans. Pour mettre à l'épreuve des méthodes de co-design. Donc autour de l'IA, on a plusieurs cas d'usage. Donc évidemment, il y a énormément de cas d'usage qu'on pourrait traiter. Là, on va commencer par un cas d'usage qu'on a, entrepris. Donc c'est le cas des urgences où en input, on va avoir les notes du pédiatre. Et ensuite, en sortie, on va retrouver un document à remettre à la famille pour expliquer la prise en charge du patient. Du coup, on va lancer la petite vidéo. Donc là, on est sur Erios Assistant. Sur Erios Assistant, on va pouvoir aller rechercher, on va dire, ce que l'on veut travailler. Donc là, en l'occurrence, un document explicatif. Copier-coller de la note médicale. Et ensuite, il y a la génération du texte donc, qui va expliquer aux parents quelle a été la prise en charge pour l'enfant et notamment aussi pouvoir générer des conseils. Ici, on a une interface qui permet d'avoir une relecture de ce qui a été produit, de pouvoir le modifier. Relecture rapide, on confirme. Une fois que c'est confirmé, ça va générer du coup un PDF donc qui va pouvoir être imprimé et remis à la famille, mais aussi réintégré au DPI. Donc dans le cadre de l'expérimentation, nous travaillons en atelier où nous filmons tous les ateliers. Et là, c'était un atelier de prompt engineering, donc entre les équipes Erios et les équipes médicales des urgences. Du coup, je vais laisser David expliquer un petit peu cet atelier et la suite du projet. Comme ça a été dit, en fait, actuellement, l'IA générative, c'est un petit peu un marteau et il y a des clous absolument partout. Donc là, la question, c'était est-ce qu'on est capable de générer un texte qui répond exactement aux besoins des utilisateurs pour communiquer aux patients, en l'occurrence là, les familles. Et donc, on a passé énormément de temps avec les utilisateurs pour adapter le prompt. Donc, on fait maintenant des ateliers de co-prompt engineering. Et en fait, quand on fait ça, on va extrêmement loin dans les détails. Là, vous voyez le fichier qui nous permet de recueillir toutes les exigences des utilisateurs pour arriver à un résultat qui soit exactement conforme aux attentes et que la tonalité du texte généré soit proche. Mais une fois qu'on a réussi ça, ben on a un système qu'on est capable d'évaluer en situation réelle. Alors, on a, pour le seul cas des urgences pédiatriques, on est en train de tester différentes situations, différents modèles de langage. Et en fait, notre système est agnostique des différents LLM. Là, j'en ai montré 4, mais globalement, il y a plus d'une dizaine de modèles qui peuvent être utilisés pour ce cas. Donc, globalement, le dispositif d'Erios Assistant, ça permet de faire ce qui a été exposé par Vincent, c'est-à-dire de tester les cas d'usage qui seront réellement pertinents avant de savoir s'il y a un besoin de les intégrer dans un dossier patient informatisé. Donc, on va chercher à repérer les risques liés à l'utilisation, le défaut de supervision humaine, les risques et les comparaisons, la fiabilité des modèles utilisés, et puis aussi tout simplement l'impact carbone et le coût. Alors, deuxième exemple, très pragmatique. Donc là, en fait, je vais partir du dossier patient, je vais copier ma petite note qui concerne ma stratégie pour dire je vais devoir prescrire tel traitement antibiotique. Je vais basculer sur Erios Assistant. Cette fois-ci, je vais aller chercher le module d'ordonnance, enfin la partie IA générative sur module d'ordonnance. Je vais générer juste mon copier-coller et mon copier-coller va me permettre mon système va me permettre de reconnaître non seulement ce traitement et rédiger un texte explicatif personnalisé visant à expliquer l'ordonnance.
Ce qui fait la même chose, je retrouve l'interface de validation humaine. Et l'interface de validation humaine va me permettre d'endorser la responsabilité avant de générer le document qui, lui, va pouvoir retourner dans le DPI potentiellement. Vous voyez ici qu'il y a toute une quantité de consignes qui sont personnalisées. Le document tel qu'il est produit est normé avec le texte explicatif. Et à l'issue de ça, le retour au sein du DPI, puisque si on retrouve directement dans la pochette traitement, on va retrouver l'ordonnance qui a été ainsi générée. Donc en fait, ce système nous permet de tester un nombre de cas d'usage très important. Je vous ai montré la génération d'ordonnances. Ça marche aussi pour des CERFA. Pour ceux qui connaissent les CERFA MDPH, c'est des CERFA qui sont compliqués à générer, hein. Il y a plus de 8 pages. Et en fait, ça c'est l'ancienne version de l'interface. En fait, on va avoir le même enjeu, c'est-à-dire de générer un document pré-rempli. Donc vous voyez que les cases sont pré-cochées. Et lorsqu'on va, même chose, exporter pour prendre la responsabilité humaine, on va pouvoir le modifier et le faire retourner dans le dossier patient informatisé. Mais ce qui est le plus intéressant pour ce cas, c'est de savoir est-ce que c'est réellement utile. C'est-à-dire que est-ce que sur le plan humain, est-ce que je prends plus de temps à corriger un document qui a été généré par une IA qu'à le réaliser moi-même. C'est-à-dire qu'avant de dire bah non c'est génial, c'est super, il faut l'intégrer, en gros on va observer sur le terrain sur oui ou non le temps de supervision humaine est correct, il est fiable, il est utilisable. Donc en gros on a tous ces cas d'usage actuellement qui sont en cours d'investigation, sachant qu'on est plutôt sur le fait de privilégier d'abord des IA à faible risque avant d'arriver à des situations beaucoup plus complexes où on va être à l'aide à la décision médicale ou à l'identification d'actions de prévention et ainsi de suite. Actuellement, on n'est pas les seuls à essayer de faire ces évaluations. Ici, je vous montre un document qui est disponible sur le site de Stanford, qui est assez récent puisqu'il date de février 2025, où ils ont commencé à lister toutes les tâches médicales pour lesquelles on pourrait avoir une assistance par l'IA générative. Et en fait, ils ont commencé à benchmarker les différents modèles pour voir les performances de ces modèles dans ces tâches et pour savoir si on avait des métriques qu'on pouvait suivre. C'est exactement la même logique que ce qu'on essaye d'avoir, c'est-à-dire de pouvoir évaluer dans quelle situation ça va être fiable, pertinent, réutilisable et ainsi de suite. Donc, je vais passer le reste des cas. Juste pour terminer, vous dire que la question d'intégrer l'IA générative à l'hôpital, en fait, elle est, comme ça a été montré, elle est extrêmement complexe parce que ça oblige à poser tout un nombre de questions. Et cette image, elle est assez parlante parce qu'en fait, elle permet de comprendre, par analogie, si vous voulez introduire l'IA générative à l'hôpital, c'est comme si vous vouliez décider de faire des transports avec une voiture. Et les questions que vous allez devoir avoir, c'est est-ce que j'ai besoin d'une Ferrari? Est-ce que je peux faire avec une Clio? Et quelle est la durée du trajet que je vais vouloir faire? Et donc, quel est le moteur que je vais devoir avoir? Qu'est-ce que j'ai le droit de faire? Quelle est l'énergie que je vais devoir consommer pour le faire? Quel coût carbone ça va avoir? Combien je vais avoir de pilotes? Et à qui je vais donner la voiture? Et en gros, en fait, si je décline version LLM, ça va donner le moteur, c'est le LLM. Quel moteur je prends? Est-ce que je prends un moteur propriétaire ou est-ce que je prends un moteur que je développe moi-même? Ils n'ont pas les mêmes performances, ils n'ont pas les mêmes coûts, ils n'ont pas les mêmes latences, ils n'ont pas la même réactivité. Et par exemple, il y en a qui sont très bons pour parler en français, mais qui sont très mauvais en raisonnements médicaux. Donc est-ce que je vais même aller jusqu'à créer des pipelines, voire des moteurs hybrides? Donc nous, on a commencé à développer des pipelines où on commence avec un modèle et on finit avec un deuxième modèle. Donc ça, c'est pour la partie moteur. Toute la partie comment vous allez gérer l'accès à la puissance de calcul pour faire tourner votre moteur. Et donc c'est comment vous allez gérer la multi-inférence. Alors soit vous êtes en local, soit vous êtes à distance. Donc ça c'est des questions aussi qui nous occupent en fonction du nombre d'utilisateurs. Ça va déterminer votre réponse potentielle. La partie route, c'est mais qu'est-ce que vous allez faire avec ce modèle? Et là on a vu toutes les stratégies. Il y a aussi tout ce qui est centralisé, c'est-à-dire tout ce qui va être traitement plus des entrepôts de données de santé qui vont pouvoir être accélérés avec l'utilisation du traitement automatisé. Comment vous évaluez? Quel pilote vous allez mettre dans la course? Et tout simplement, est-ce que vous allez être conforme par rapport à l'IA Act? Est-ce que vous allez respecter la RGPD quand vous allez commencer à envoyer en cloud computing des données pour un traitement? Est-ce que vous êtes conforme complètement? Donc toutes ces questions actuellement sont au cœur de nos préoccupations pour savoir si on crée des usages qui sont réellement pertinents et qui vont réellement rendre un service médical.
Donc actuellement l'équipe qui travaille sur Erios Assistant, et je remercie énormément Xavier Corbier notamment, qui a beaucoup participé au développement, et Louise Robert qui conduit toute la méthodologie d'évaluation sur le terrain avec son équipe. Donc c'est un projet financé par France 2030 qui nous permet de tester quelque chose qui finalement est très transformant, mais encore faut-il trouver comment on va le faire de façon sécurisée et fiable avec un modèle économique qui soit viable et un coût carbone qui soit moindre, et en plus comment on va trouver des cas qui seront réellement utiles sur le terrain, fiables, sans risque pour les patients et qui vont avoir une bonne acceptabilité. Donc je pense que si vous avez des questions, on est là pour y répondre. N'hésitez pas. Ça prouve que c'était très clair. Très bien. Merci à tous. Bon salon à tous.